C'est la suite des Sartois du web en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Juste avant de parler du jeu Les 24 heures du Mans, on va partir à la rencontre de 4 passionnés des 24 heures avec 4 portraits et c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Mathéo et j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis changéen et je suis donc un fanat des 24 heures du Mans depuis mon plus jeune âge. Bonjour, je suis Michael Duforest. Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis passionné des 24 heures du Mans depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos meilleurs souvenirs avec les 24 heures du Mans. Depuis que je suis petit, parce que depuis petit, je suis habitué à aller sur le circuit avec mon père, donc il a commencé à m'amener aux essais. Et puis après à la course et aux animations de la semaine, c'était le temps phare de l'année pour nous. Mon père donc était riverain, exploitant agricole riverain donc, du circuit dans la ligne droite du Naudière. Lorsque j'étais tout jeune, il m'emmenait le soir ou le dimanche matin voir les voitures passer sur la ligne droite du Naudière. Le bruit, à l'époque pas encore l'ambiance, m'a tout de suite plu et à partir de cet instant-là, donc je suis tombé amoureux des 24 heures du Mans. J'ai commencé comme beaucoup de monde en fait moi par la Formule 1, par le sport auto on va dire de manière générale et puis au fur et à mesure forcément on a découvert les 24 heures du Mans et c'est vrai que c'est une course, c'est pas la seule course de 24 heures, mais elle est quand même extrêmement atypique. Quand on sait que voilà, on peut rouler sur la ligne droite des Hunaudières toute l'année, c'est quand même voilà, une ambiance particulière, plus de 200 000 personnes chaque année. C'est vraiment un événement à part et c'est vraiment ce qui m'a fait devenir passionné de cette course. Quand j'étais plus petit, c'est les dédicaces des pilotes. Parce que c'est super impressionnant, surtout quand on est un enfant et qu'on se retrouve face à tous ces pilotes-là. Tout bord du circuit, il n'y avait pas toutes ces rails de sécurité, etc. Ça faisait tellement de bruit qu'on nous mettait quelques couvertures par-dessus nous, tellement on avait peur de bruit. Et on était en bordure de piste du côté d'Arnage. Premier souvenir que j'ai, c'est la victoire de Tom Kristensen, notamment en 2002. Je ne sais pas pourquoi cette année-là précisément, mais voilà, 2002, c'est l'un des premiers souvenirs que j'ai vraiment de manière assez marquante. Puis Bentley l'année d'après, où là, forcément, ça a marqué beaucoup de monde. C'est le placement des voitures dans la ligne droite des stands au tout début des 24 heures, quand ils les placent en épi avant le tour de formation. Donc à l'époque, j'étais tout petit, j'avais mon petit appareil photo et puis j'étais parti photographier les Aston Martin que je voyais pour la première fois. J'avais une casquette sur la tête, une casquette Ford, et j'ai été dans le stand d'Aston Martin avec ma casquette Ford. Et il y a un pilote qui m'a pris la casquette et qui m'a mis la sienne sur la tête parce que j'avais pas la bonne de l'écurie. Ces souvenirs-là des dédicaces des pilotes, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Un très grand souvenir, c'est la victoire de Jaguar en 1988. L'ambiance avec des Anglais terriblement satisfaits de cette victoire, une ambiance exceptionnelle. C'est quand même une course assez incroyable. Moi je pense quand même que forcément la première fois qu'on y assiste, c'était en 2017 pour ma part, j'ai mis un petit peu de temps à y venir, mais la première fois c'est toujours quand même quelque chose de très spécial. Peut-être de vraiment immerger dans cette ambiance-là et de découvrir vraiment ce que ça donne pour de vrai, de voir le bruit des voitures, le son des moteurs, tout ça, c'est quand même toujours quelque chose d'assez palpitant. Sinon, il y a des histoires, Audi qui bat Peugeot pour 13 secondes, c'était un finish complètement fou. 2016, Toyota qui tombe malheureusement en panne à 3 minutes d'arrivée, c'est pas un souvenir où je vais dire j'étais heureux pour Toyota, mais c'est un souvenir qui marque forcément. À la découverte déjà, voir pour la première fois les voitures tourner sur le circuit parce que j'arrivais que le vendredi soir, donc je les voyais vraiment tourner que pour le warm-up. Donc la première fois c'est assez impressionnant. Après je sais pas si c'est un bon souvenir, mais l'abandon de Toyota en 2016, dans les 3 dernières minutes, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir la voiture. En plus je voyais la voiture au loin arrêtée sur la ligne droite des stands, j'étais un peu avant la Dunlop. Okay. Donc c'était assez impressionnant. Un troisième souvenir, je pense que c'est la foule aussi dans la ligne droite. Dans la ligne droite des stands, toute la foule qui monte soit à la Dunlop, soit qui descendent à la chicane Ford, c'est très impressionnant. C'est un petit peu un monde à part pendant une semaine. Cette ambiance festive, exceptionnelle qu'il y a autour des 24 heures. C'est quelque chose reconnu dans le monde entier. Il y a cette notion de technologie des véhicules. Comment l'évolution des technologies de la voiture de tout le monde a pu profiter des 24 heures du Mans et des essais qui ont pu être faits au titre de voitures de compétition. Je pense que c'est l'un de ces rares événements où il n'y a pas besoin d'être fan vraiment d'automobile ou de sport automobile pour venir. C'est-à-dire que c'est un festival pendant une semaine. On va commencer avec le pesage qui est en centre-ville et
même si on n'est pas forcément, voilà, on n'a pas une grande appétence, ça reste quand même incroyable de voir ces voitures-là débarquer sur la place de la République qu'on connaît si bien. C'est un événement à faire juste pour le partage et parce que tout le monde y trouve quelque chose. Bon, il y en a qui vont rester 24 heures d'affilée sur le circuit et qui vont tout regarder, mais ne serait-ce qu'aller dans le village, aller dans la petite fête foraine, aller voir les concerts. Ça reste vraiment une ambiance qui parle à beaucoup et puis on y fait voilà, de super rencontres. On pourra toujours trouver quelqu'un avec qui parler de quelque chose qu'on a en commun et ça c'est toujours très, très sympa. Je pense que c'est comme une finale de foot, finale de Coupe du Monde ou un Super Bowl ou comme ça. C'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros événement dans une discipline ou dans le milieu. Donc je pense que c'est pour ça que ça attire autant les gens. C'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer partout dans le monde. On a des gens qui viennent parce que c'est mythique, ça a 100 ans cette année. C'est le rendez-vous en sport auto à ne pas manquer. Cette année, il y a beaucoup plus de constructeurs, il y a beaucoup plus de compétitivité. Toyota a déjà une longueur d'avance, toujours présent alors que des constructeurs étaient partis. Là, je ne saurais pas vraiment dire qui pourrait gagner, mais en tout cas, j'aime bien les Cadillacs. Je pense que ça sera Toyota. Je serais surpris, mais bon, une course n'est jamais gagnée d'avance. On l'a vu d'ailleurs pour Toyota il y a quelques années. J'ose espérer qu'il y ait une belle bagarre. Je souhaite fond de moi-même que Ferrari joue la gagne. Je pense que ça va peut-être être un peu juste en termes de fiabilité et de performance. Et puis, malgré tout, il y a quand même Porsche qui, à chaque fois que Porsche est venu au Mans, même la première année avec une nouvelle voiture, ils sont capables de s'imposer. Voilà, un petit coup de cœur pour Cadillac, même si c'est une voiture américaine et qu'on n'a pas de voiture française. À mon avis, Peugeot ne sera pas suffisamment performant, mais Cadillac avec le manceau Sébastien Bourdet, pour lequel j'aimerais bien qu'il réussisse une grande performance cette année. Je pense que Ferrari a ses chances. Tout dépendra principalement de la fiabilité, parce que Toyota sait comment gérer une course de 24 heures. Ferrari découvre en catégorie hypercar. Et voilà, je pense quand même que Toyota a de grandes chances. On espère tous un bon résultat de Peugeot, forcément. C'est le retour aux 24 heures du Mans, mais à mon avis, ça risque fort de se jouer entre Toyota et Ferrari en hypercar. Et merci aux 4 passionnés d'avoir joué le jeu. Maintenant, on parle de jeux vidéo avec Tchoul. Salut Tchoul, comment ça va ? Eh ben, bonjour, merci beaucoup de me recevoir, ça va très très bien. Avec grand plaisir. Donc, je rappelle, tu es community manager de Domac Books. Tu parleras tout à l'heure de l'actualité. Mais aujourd'hui, j'ai une PlayStation 2 à côté de moi. J'ai le jeu officiel des 24 heures du Mans. Et il paraît qu'il y a plein de choses à dire. Il y a, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire parce que le monde de la course auto en jeu vidéo est lié à différentes personnalités et tout le monde se connaît. Personne ne travaille ensemble, mais voilà, il y a un jeu de chaise musicale assez rigolo et ça ressemble finalement à de la course auto aussi. On en parlera. Parce que voilà, il y a eu une version PlayStation 1 fin années 90. Là, celui-là est sorti en 2001. Il y a une version PC, une version Dreamcast aussi. Alors, comment on peut raconter l'histoire de ce jeu en fait ? C'est quoi ces différents liens que tu parles ? Alors, l'épisode PS1 et l'épisode PC ont été développés par un studio absolument nullissime, mais c'est pas grave. Ça c'est dit. Voilà, on met les bases dès le départ. Voilà, ils se reconnaîtront, c'est nos amis de chez E-Technics qui ont fait un travail absolument catastrophique. E-Technics appartenait en fait à un autre éditeur jadis, et la licence est liée aussi finalement à une licence beaucoup plus prestigieuse qui s'appelle Test Drive. Qui est très connue par les connaisseurs. Qui est très connue, oui. Et Test Drive appartenait à Accolade. Accolade a été racheté par Infogrames et Sheldon en 1000. Pour assurer un minimum de vente sur le jeu les 24 heures, ils ont tagué ça aux États-Unis et en Angleterre. Test Drive Le Mans 24 heures. Parce que c'était plus connu là-bas, j'imagine, pour vendre plus de produits, c'est ça ? Pour jouer sur la notoriété de la licence. Voilà, ils l'ont appelé Test Drive. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens qui ont développé Test Drive à l'origine de l'origine, dans les années 80, en 87 exactement, c'est un studio canadien de Vancouver exactement, qui avait développé le tout premier Test Drive, qui ont été absorbés par Electronic Arts, qui est devenu Electronic Arts Vancouver. Pardon. Et ces charmants amis canadiens ont développé après tout un tas de jeux, notamment les Need for Speed Underground et compagnie. Qu'on connaît bien. Et certains sont repartis après pour bosser chez eux. Enfin, quand je te dis que c'est une histoire un peu folle, c'est un peu ce qu'on voit finalement en Formule 1 pour les gens qui suivent la Formule 1. Et les pilotes sont associés à une écurie et des fois ça change. Voilà, il y a un jeu de chaise musicale et c'est exactement ce qui se passe dans le domaine du jeu vidéo. Et voilà. Et donc finalement, des gens qui ont travaillé sur les test drive de base se retrouvent dans celui-ci aujourd'hui, en 2001 en l'occurrence.
Et voilà, et donc ça c'est Le Mans 24 heures que tu as sur PS2. Voilà, totalement. C'est en vérité la version 1.5, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, la version 1.5 de la version Dreamcast qui est d'excellente facture s'il en est. Parce que quand on voit les notes, en tout cas de l'époque, le jeu n'est pas nul. Hein. La version PS2 n'est pas nulle. Non, On est sur du 13, 14 sur 20 par la presse spécialisée, je le rappelle. Donc, en fait, c'est pas le meilleur jeu de course, mais c'est pas le pire. Voilà, c'est un jeu correct. Déjà à l'époque, on entendait parler de ce qui s'appelait Gran Turismo 2000, qui est devenu Gran Turismo 3 un an après, je crois, ou 2 ans après, je ne sais plus. Mais voilà, les gens avaient les yeux rivés sur Gran Turismo et sur les premières images qu'on voyait qui étaient absolument magnifiques. Là, bon, c'est sûr qu'on est un petit cran en dessous, mais il n'empêche que le jeu reste tout à fait sympathique et jouable et il y a de quoi s'amuser largement. Il reste jouable et on va y jouer dans quelques instants. En attendant, découvrez la bande-annonce de l'époque du jeu des 24 heures du Mans version PS2. On revient tout de suite. Il est temps de tester les connaissances et les compétences surtout des 24 heures du Mans sur PS2. Alors Tchoul, on en parlait pendant le magnéto, il y a aussi un mode 24 heures. On peut s'amuser à jouer pendant 24 heures. Alors pendant qu'on va parler encore un peu du jeu, eh ben, je vais jouer. Voilà. Alors si je perds, je vais sûrement perdre, hein, ça me paraît évident. Il y a aussi une petite latence. Voilà, je tiens à préciser les choses dès le départ. Vous allez vous dire, le gars trouve des excuses pour qu'on l'excuse à mal jouer. Donc voilà, alors ça vieillit, hein, c'est 2001. Le jeu 2001, donc ouais, on est au début en fait de l'ère PS2. C'était au tout début, exactement. On reconnaît d'ailleurs les boîtiers, hop, un petit point connaissance rapidos. Les boîtiers noirs de la PS2 sont ceux de la première génération qui deviendront bleus après. Bon, ça je ne savais pas, donc la couleur a vraiment une vraie signification. Ouais, dans les boîtiers, bon, voilà. Encore un truc de collectionneur. Voilà, vous voyez, ça commence très bien. S'il y avait Bruno Van Destig ici, il dirait Aurélien est nul. Ouais, ça serait compliqué. Et aussi, petit détail, on en parlait aussi juste avant, c'est l'ombre de la voiture. On est la seule voiture avoir une ombre. Enfin, une ombre polygonale, c'est-à-dire qu'elle suit en fonction de là où est placé le soleil. Là, elle est derrière parce que le soleil doit être en face. Voilà, les je autres, suis nul, je vous le dis. Hein. Voilà, les cascades sont réalisées par un professionnel. Hein. Il faut Exactement. Le dire, ne faites pas ça à la maison. Et je comprends maintenant Marcus de Game One qui a plus de mal à jouer aussi en parlant. Marcus les Gourdois, on le salue d'ailleurs. Je ne sais pas s'il verra ces extraits. Mais ouais, donc c'est ce que je disais aussi, c'est finalement une version 1.5 de la version Dreamcast sortie un an avant. Okay. Quelques ajustements, position de caméra. On voit aussi sur le petit radar qui est en bas à gauche de ton écran, voilà, la position 1P, là, Player One, qui n'était pas apparente dans la version Dreamcast. On était un petit pion parmi tous les autres. Voilà, des tout petits ajustements absolument ridicules, mais en attendant, on a le vrai jeu officiel des 24 heures 2001. Et c'est vrai que voilà. J'ai évité le. Et c'est vrai que maintenant, dans beaucoup de jeux actuels, on parle par exemple de Gran Turismo, des jeux PS4, PS5 ou Xbox One. Maintenant, il n'y a pas de jeu officiel, mais il y a le circuit qui est directement intégré au nouveau jeu. C'est ça, le circuit est intégré parce que le circuit de la Sarthe, le circuit des 24 heures du Mans, c'est un circuit et une course mythique qui est connue absolument partout dans le monde. Et sortir un jeu de course aussi emblématique qu'un Gran Turismo sans ce circuit-là, ça n'a pas de sens finalement. Et sachant que certains Gran Turismo, peut-être pas tous, mais en tout cas certains Gran Turismo proposent également un mode 24 heures, les Forza Motorsport aussi d'ailleurs sur Xbox. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment trop d'intérêt d'avoir un jeu officiel développé à part par une équipe qui sera forcément moindre que les équipes de Microsoft ou de chez Sony. Même si moi je pense qu'il y a de la place un petit peu pour tout le monde, mais et à combien on peut le trouver dans le commerce? Si les gens qui ont une PS2
veulent se le procurer. Alors très certainement pas cher. De mémoire, j'ai dû le payer, je crois, 5 € ou Oui, autour donc de c'est 5 €. largement abordable, hein. Voilà, c'est largement abordable. La version Dreamcast est un petit peu plus chère par contre, elle, comme tous les jeux Dreamcast de toute Évidemment. façon. Mais non, vous n'allez pas vous ruiner. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une place pour aller voir les 24 heures. Voilà, Voilà, vu que c'est complet, au pire, c'est complet de toute façon. vous regarderez ou vous jouerez directement. Ouais. Donc voilà un petit aperçu de la version PS2, donc à peu près 5 € si vous voulez vous le procurer. Et la console est coûte à peu près 30-40 € pour la PS2. Ouais, et puis là en plus il commence à faire beau, il y a le retour des brocantes, fouillez un petit peu les différents stands, vous allez trouver de quoi vous amuser pour vraiment pas cher. Donc merci Tchoul en tout cas, on rappelle Le Mans en 24 heures disponible sur PlayStation 1, PlayStation 2, PC et Dreamcast. Et Omake a sorti hier un Oui. manga. Un petit manga de Rapidement. plus voilà, de notre label Omake Manga, donc là ça s'appelle Dragon Quest, un petit jeu de mots Avec le jeu Dragon avec Quest. Dragon Quest. Ça raconte, c'est un one shot donc c'est en un seul volume, là j'ai toute l'histoire est là. Ça raconte ce que deviennent les héros de jeux vidéo une fois qu'ils passent la barre fatidique des 40 ans. Ok. Donc avec tout ce qui s'ensuit de début d'arthrose, on a mal un petit peu partout, on vieillit mal, enfin bon. Et c'est hyper marrant, c'est absolument magnifique, un auteur que j'aime beaucoup. Je suis très content d'avoir ça dans notre collection, ça vient de sortir et c'est top. Et donc à suivre sur le site de Makebook et sur les réseaux sociaux. Merci à toi. Dans quelques instants, une discussion passionnante avec le speaker officiel des 24 heures du Mans pour le vendre des sticks. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.